Fait que ça ici, c'est juste une table des matières très rapide de ce qu'on va passer au travers aujourd'hui, moi et Philippe. Fait que c'est ça. Je suis Frédéric Bourgeois, je suis directeur de la division de l'impôt international. La division de l'impôt international, c'est la division à l'ARC qui s'occupe de fournir des conseils techniques en prix de transfert, mais aussi toute autre question là, de fiscalité internationale. Je pense à question de FAPI, question d'établissement stable, question de traité. On fournit ces services-là aux vérificateurs internationaux qui sont situés là, à travers le pays. J'ai présentement là, dans ma division 2 conseillères techniques, un économiste principal, un économiste qui est attitré au groupe de travail numéro 6 à l'OCDE. J'ai 5 équipes là, de prix de transfert. Les sections, on les voit ici à l'écran, sont intitulées les sections des services de conseil internationaux. Ils se séparent le Canada. J'ai une équipe qui s'occupe de l'Ouest, j'ai une équipe qui s'occupe de l'Est, et puis j'ai 3 équipes là, centrales là, qui s'occupent de l'Ontario. Et finalement, j'ai aussi là, 2 équipes là, qui se séparent le Canada pour les enjeux autres que le prix de transfert. Là. Est-ce que mon souvenir est correct que l'an passé, une des équipes, je pense, de l'Est était en train d'être construite? Ou, puis comment ça s'est évolué pendant l'année? Oui, fait que l'année dernière, on a créé une nouvelle équipe là, de section des enjeux techniques internationaux. Fait que ça, c'est les équipes là, qui offrent du soutien aux vérificateurs internationaux, mais du soutien technique autre que le prix de transfert. Fait qu'on on a grossi de ce côté-là. Fait que là, on a 2 équipes. Puis, on a aussi, dans les dernières années, rajouté une équipe dans l'Ontario. Merci. On n'anticipe pas de nouvelles équipes là, dans les prochaines années. Là. Pour l'instant, on est à pleine capacité. Ça ici, c'est les employés, là, ça, juste rapidement, les employés qui travaillent dans l'équipe qui donne des conseils en prix de transfert à la région du Québec et aux provinces de l'Atlantique. C'est Simon Saint-Pierre qui est gestionnaire de l'équipe. Puis dans l'équipe, on retrouve là, des économistes, des comptables et même un avocat fiscaliste. Puis ça ici, c'est rapidement, là, ça c'est mon équipe qui s'occupe là, des questions autres que le prix de transfert, qui est chapeautrée par Nicolas Bilodeau. Puis dans cette équipe-là, c'est principalement des comptables ou des avocats fiscalistes. C'est ça. On me demande à chaque année là, de mettre à jour le tableau là, des statistiques du comité de prix de transfert. Vous le voyez à l'écran. Je ne sais pas si tu avais des questions, Philippe, des commentaires. Je sais que dans le panel précédent, là, on mentionnait qu'on dans les dernières années, on pénalisait davantage. On peut voir effectivement là, qu'en 2022-2023, il y a eu plusieurs pénalités de recommandées. On retourne à des niveaux plus pré-2022, je te dirais, présentement. Je ne sais pas si tu avais des questions en particulier sur ça. Non, bien, quelques commentaires, pas de questions particulières, mais merci à chaque année de le partager avec nous. Puis en fait, littéralement, il y a 2 jours, un client m'a écrit pour me dire « Ah, as-tu les statistiques à jour? » Puis je dis « Ah, la conférence avec Frédéric ou avec M. Bourgeois est dans 2 jours. Alors, il faut attendre un peu. » Ce que je suis content de voir, c'est que quand on a présenté l'an passé pour l'année financière là, 2024 Spectial qui se termine en mars 2024, on avait juste les statistiques de la colonne, l'équivalent de la colonne de droite. On avait comme une 10-11 cas, puis on était à 81-82 %. Fait qu'on voyait une grosse augmentation. Moi, j'étais un peu paniqué en me disant qu'est-ce qui se passe au TPRC. Mais là, ce qu'on voit finalement, c'est que c'est revenu plus dans la normale. Et pour faire un rappel historique, de 15 à 20, les pénalités oscillaient autour de 40 % des cas. On monte à peu près à 53 en 2021-2022. Là, il y a une grosse augmentation. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça potentiellement. Ça peut être, on s'attend à différentes choses dans la documentation contemporaine, par exemple à une analyse de contrats avec des tiers. Ça, je pense que c'est assez clair. Puis Nathalie Perron en avait parlé l'année dernière. Il y avait aussi un projet avec les hybrides qui étaient peut-être pénalisés, peut-être pas. J'ai l'impression que oui, dans certains cas, qui venaient hausser les statistiques. Mais là, en 2024, on voit qu'on retourne à 54 %.
ce qui me semble bien. Donc, avec un peu de chance, ça ne fait pas qu'augmenter, mais ça retourne vers un niveau peut-être un peu plus acceptable pour les contribuables et qui voient une valeur à bien répondre là, quand on reçoit ce que j'appelle en anglais le Draft Referral Penalty Report, le DPRR. Bien, on a l'occasion, nous, de faire des représentations écrites qui sont examinées par le TPRC. Et quand les taux sont à 80 ou 71, tu te demandes quel est le niveau d'effort que je dois faire. Mais là, maintenant, quand c'est 50, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire un bel effort dans cette documentation-là, bien répondre, puis c'est examiné par le TPRC, puis avec, je ne dirais pas avec un peu de chance, mais c'est des belles représentations pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pénalité. Fait que là, ici, je vais rapidement là, passer au travers là, des 4 priorités de la division de l'impôt international, puis vous expliquer ce qu'on fait présentement là, pour essayer là, d'améliorer nos processus puis nos vérifications. Fait que la première chose, c'est toute vérification commence par l'évaluation du risque. On essaie là, de choisir les dossiers les plus à risque, fait qu'on est constamment en train de mettre à jour nos algorithmes, d'améliorer nos systèmes de capture d'informations, d'évaluation de l'information. Fait que ça, c'est un travail là, qui continue. C'est quelque chose qui est constant, mais c'est toujours dans le but de s'assurer qu'on met nos ressources, là, qu'on attribue nos ressources sur les dossiers là, les plus à risque. L'autre chose, puis il y en a probablement plusieurs dans la salle, vous le savez très bien que les dossiers des vérifications de prix de transfert, les vérifications internationales, ça peut prendre du temps, c'est long, il y a beaucoup de demandes d'informations qui sont faites, beaucoup de délais dans l'obtention de ces demandes d'informations-là. Fait qu'on continue à travailler avec les vérificateurs là, les vérificateurs là, pour les encourager là, de respecter les délais qui sont établis, les délais standards qui sont établis là, dans notre communiqué AD 2001 qu'on a publié, je crois, l'année passée ou l'année d'avant. On continue aussi là, de travailler avec les vérificateurs là, au tout début de leur vérification là, pour essayer de cibler le risque puis d'identifier si oui ou non on continue la vérification ou si on abandonne. Ensuite, dans les dernières années, le gouvernement, l'agence, on a beaucoup embauché de nouveaux vérificateurs internationaux. Fait que une bonne partie de notre travail là, présentement, là, c'est de renforcer la capacité technique de ces vérificateurs-là. Fait qu'on a, avec la pandémie aussi, on a fallu qu'on revoie la façon qu'on formait nos employés puis nos vérificateurs. Fait qu'on est constamment en révision là, de nos cours de fiscalité internationale. On essaie des nouvelles façons là, de former la main-d'œuvre. Fait que ça aussi, c'est parmi nos priorités. Et puis finalement, on est très conscient là, on veut s'assurer que le travail qu'on fait sur un dossier, que ce travail-là soit de qualité, puis qu'une fois que ça passe à la prochaine étape, que ce soit aux appels ou à l'autorité compétente, que le dossier soit bien monté, puis que pour augmenter là, nos chances de succès. Fait que on travaille beaucoup dernièrement, là, surtout sur les dossiers à risque. On encourage beaucoup les vérificateurs à aller chercher de l'assistance là, des avocats. On a un groupe d'avocats plaidants à justice qui sont disponibles pour nous aider, qui nous assistent là, dans les gros dossiers. Fait qu'on utilise de plus en plus là, leurs services pour améliorer la qualité de nos dossiers de vérification. C'est très intéressant. Merci d'avoir partagé ça. Tu as mentionné le AD 20.01. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers dans la salle, on en a parlé l'an passé, ce document-là est un document public. Puis, Frédéric, tu me corrigeras si je me trompe, mais ce qu'on voit du document essentiellement, c'est les délais qu'on appelle standards. Quand l'agence émet une demande pour certains renseignements, dépendant du type de renseignement, mais ça vient normalement avec certains délais. Et puis, si j'ai bien compris, dans le fond, on dit aux équipes de vérification, mais suivez bien ces délais-là pour pas que la vérification se prolonge trop longtemps. C'est si on respecte, disons, un 30 jours plus un maximum additionnel dans certaines circonstances seulement, bien, ça fait en sorte qu'on est capable de raccourcir la vérification. Oui, effectivement. Puis dans des cas où un contribuable
ne répond pas à la demande, d'aller à la prochaine étape. Là. Fait que d'encourager les vérificateurs à utiliser les outils en dessous de la loi pour essayer d'obtenir l'information. Fait que c'est ce qu'on fait. Là. Okay. Merci. Je vais passer la parole à toi, Philippe. Oui, les nouveaux pouvoirs en vérification, ça, c'est proposé en ce moment, ce n'est pas encore adopté. Ça a été proposé dans le budget fédéral 2024. On en a parlé brièvement lors de la mitraille ce matin, mais on va prendre le temps de découvrir un peu plus. Puis après ça, j'aurai des questions pour Frédéric. Puis donc, ce qui est dans les règles proposées, une des choses, c'est que l'ARC en vérification pourrait exiger que certaines réponses ou demandes de renseignements soient données sous serment. Puis ça, en tout cas pour les praticiens, ça nous inquiète un peu parce que dans quelles circonstances ce pouvoir-là va être utilisé? Puis en prix de transfert particulièrement, il y a souvent ce qu'on appelle des entrevues fonctionnelles. Donc l'ARC va venir interroger entre mettons, 5 et 15 employés d'une entreprise pour comprendre les fonctions locales. Qu'est-ce qui est fait ici localement? Habituellement, ce n'est pas sous serment, puis c'est assez informel. Bon, la plupart du cas, dans la plupart des temps, c'est assez informel. Tu sais, les gens ils posent des questions, ils répondent selon ce qui se passe comme dans leur entreprise, etc. Mais si on exige ça sous serment, bien, c'est une autre dynamique complètement, parce que quand tu es sous serment, il peut y avoir des conséquences si tu te trompes, essentiellement même. Et puis, ça ressemble de plus en plus à des interrogatoires hors cours ou même à la cour. Puis, à la cour, par contre, ou hors cours, il y a un ou une sténographe. À la cour, c'est enregistré. Tu es pas mal sûr d'avoir un ou une avocate avec toi qui peut, disons, représenter tes intérêts s'il y a certaines questions déplacées. Fait que on faudra voir comment ce pouvoir est utilisé. On espère qu'il va être utilisé de façon limitée, mais c'est quelque chose qui semble s'en venir avec les propositions législatives. Puis il faudra suivre ça de proche. C'est un des trucs. Le deuxième point, c'est le pouvoir pour la vérification d'émettre des avis de non-conformité. Un avis de non-conformité, selon ce qu'on comprend des règles proposées, ce serait émis si l'ARC en vérification considère qu'une demande n'a pas été répondue. Bon, on peut se poser des questions. Moi, dans certains cas, je suis convaincu qu'on répond bien à la demande, mais l'ARC trouve qu'on ne répond pas à la demande. Est-ce que ça mérite un avis de non-conformité? Bon, moi, je crois que non. Point d'interrogation. Après ça, si c'est privilégié, s'il y a une vingtaine de documents qui sont demandés, on en donne 18, on dit les 2 autres sont privilégiés. En vérification, on dit « ouais, c'est pas le type de document qui est privilégié, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on émet un avis de non-conformité? » Point d'interrogation. Puis, l'avis de non-conformité, il vient avec des conséquences. Il vient avec une pénalité de 50 $ par jour jusqu'à une concurrence de 25 000 $. Et après ça, on peut le contester. Mais le premier niveau de contestation, c'est auprès de l'ARC, un peu comme les appelle, une contestation administrative. Bon, il faudra voir qu'est-ce que ça donne. Et si, quand on conteste, ça rate, on a 90 jours pour aller à la Cour fédérale. Le délai, habituellement, pour la Cour fédérale, c'est 30 jours. Ici, le délai est étendu à 90 jours. Sauf qu'aller à la Cour fédérale, bien, ça coûte des sous. Ce n'est pas un processus particulièrement rapide non plus. Puis pendant tout ce temps-là, bien, il y a un avis de non-conformité qui demeure avec certaines pénalités qui doivent être payées ou garanties, je présume. Et puis, il y a aussi une question, il y a un enjeu au niveau de la prescription. La prescription demeure suspendue pendant que tu contestes ton avis de non-conformité. Fait que ça aussi, il va falloir voir quand ça va être utilisé. Et puis, bien sûr, on espère que ça va être utilisé de façon parcimoniale et uniquement dans des cas où il y a une non-conformité flagrante. Là, comme par exemple, j'ai vu certaines causes où un contribuable dit « je ne le donne pas ». Ça, je comprends. Mais des fois, il y a quand même les parties ne comprennent pas forcément les questions de la même façon. Fait qu'il faut faire attention à ce niveau-là. Un autre pouvoir qui serait octroyé à la vérification, c'est essentiellement d'imposer... En fait, ce n'est pas la vérification. Il y aurait une pénalité égale à 10 % qui serait imposée automatiquement s'il y a une ordonnance de conformité émise par la Cour en vertu de 231.7. Puis ça, c'est assez salé parce que c'est 10 % de l'impôt total par le contribuable, qui n'a rien à voir avec les documents. Fait que si l'ARC demande un document, ou disons 3 documents, un par année pendant 3 ans, c'est ce qui se pourrait, il y a un enjeu au niveau de si c'est privilégié, par exemple, ou c'est un document qui est à l'étranger. Mais disons que c'est un enjeu de privilège. La Cour, donc on ne le donne pas, la Cour examine tout ça, puis dit
où finalement, il n'y avait pas de privilège. Vous aviez contribuable, vous aviez une assise juridique, mais bon, sur la balance ici des probabilités, je conclus qu'il n'y avait pas de privilège. Donc, et après ça, émet le 231.7, puis dit vous auriez dû répondre, etc. Là, en théorie, si j'ai bien compris la proposition législative, il y a une pénalité automatique de 10 % qui s'applique. Il n'y a pas de discrétion à l'ARC de ne pas l'appliquer. Pour les autres pénalités, habituellement, l'ARC a une certaine discrétion, puis on vient interpréter c'est quoi la négligence grossière ou flagrante, par exemple. Ici, ce serait une pénalité automatique. Fait que ça aussi, c'est vraiment pour dissuader les contribuables de ne pas répondre à une ordonnance de conformité. En ce moment, bon, en théorie, tu peux aller en prison. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde au Canada qui sont déjà allés en prison. Parce que nous, on n'a jamais amené des oranges en prison à nos clients. Bon, voilà. Par la suite aussi, l'ARC pourrait exiger des renseignements étrangers via une demande péremptoire via un point 2 au lieu d'un point 6. Bon, là, selon ma compréhension, l'ARC, des fois, dit oui, donne-nous, par exemple, quelque chose que ton parent à l'étranger a. Mais ça se peut très bien que le parent ne veuille pas le donner à sa filiale. Il y a des informations dedans qui concernent d'autres filiales. Il y a des informations qui concernent des clients qui n'ont rien à voir avec le Canada. Donc, il faut il va falloir voir aussi ce pouvoir-là, comment il est utilisé, parce que ça se peut très bien que le renseignement étranger, tu fais des efforts pour l'obtenir, mais tu n'es juste pas capable de l'obtenir. Et après ça, il y a aussi une suspension de la prescription qui vient avec l'avis de non-conformité, le temps dans lequel on le challenge, puis aussi la même chose pour si tu t'en vas pour contester une ordonnance de conformité qui est différente de l'avis, une ordonnance avec 231.7, mais la suspension demeure suspendue. Et, c'est pas sur la diapo, mais la prescription est suspendue aussi pour les gens avec qui tu ne traites pas à distance. Ça veut dire que, par exemple, il y a différentes façons de le lire. C'est évident qu'entre sociétés sœurs, la prescription viendrait être suspendue pour ta société sœur, mais entre frères et sœurs, l'ARC émet une demande à mon frère. Bon, mon frère est pas particulièrement coopératif, il décide de rien donner, avis de non-conformité. Est-ce que la prescription est suspendue pour moi parce que je suis son frère? Il ne faudrait pas, je pense. Voilà un résumé des pouvoirs. Comme c'est des propositions législatives, je ne pense pas que Frédéric peut faire énormément de commentaires à ce niveau-là encore. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup en tête, mais qu'il ne peut malheureusement pas les dire. Mais la question pour lui, c'est, disons que tout ça a été adopté, comment et dans quelles circonstances l'ARC compterait les utiliser? Oui, je pourrais pas te donner concrètement, là, comme tu viens de le dire, là, parce que c'est concrètement comment on va les utiliser, parce que c'est effectivement juste des propositions législatives. Il va falloir voir là, est-ce que ça va être adopté tel quel, est-ce qu'on a des modifications. Je te dirais par contre que l'ARC est très, très consciente que la communauté fiscale là, est réticente et inquiète vis-à-vis ces mesures-là. Ce que je peux dire, c'est que la majorité des contribuables canadiens qui sont sous vérification nous fournissent l'information. Fait que ces mesures-là ne seront pas utilisées ou ne devraient pas être utilisées sur les contribuables là, qui fournissent l'information dans les délais demandés. Fait que c'est vraiment, je pense, des pouvoirs de vérification qui vont être utilisés dans des cas où on a des contribuables là, qui ne coopèrent vraiment pas avec l'agence. Fait que j'ai l'impression là, que l'agence va émettre des lignes directrices là, aux vérificateurs, va mettre des mécanismes en place pour s'assurer que ces pouvoirs-là, s'assurer qu'ils sont utilisés au bon moment, dans les circonstances qui le nécessitent, puis pas juste à n'importe qui. Là. Fait que ça va être, d'après moi, là, très, très encadré, l'utilisation là, de ces pouvoirs-là. Fait que, puis je suis certain que l'agence va probablement consulter aussi avant là, d'émettre, là, avec la communauté fiscale, avant d'émettre là, des instructions là, aux vérificateurs pour obtenir là, les commentaires de la communauté fiscale. C'est intéressant. Merci beaucoup pour cette réponse qui amène quand même une perspective rassurante, je pense, aux mesures législatives proposées. Pilier 2. Pilier 2, on va aller assez brièvement parce qu'on a une conférence cet après-midi avec quelqu'un de l'OCDE qui va venir parler, lui, de
comment que lui voit pilier 2 ainsi que pilier 1. Puis après ça, on a Julien qui va venir commenter sur l'adoption locale. Par contre, on a quand même des questions pour Frédéric. Alors, je vais faire juste un bref rappel de pilier 2. Pilier 2, c'est en vigueur au Canada. Pendant longtemps, parce que moi, quand j'ai vu le projet à 2 piliers de l'OCDE, il y a, je ne sais pas, 4 ans maintenant, peut-être, quelque chose comme ça, je me suis dit, ouais, c'est énorme. Je prenais ça peut-être un peu trop à la légère, mais maintenant, c'est réellement en vigueur au Canada. Il y a vraiment un impôt minimum. C'est l'est également dans énormément de pays européens. Puis, qu'est-ce que ça vient faire? Bien, un contribuable qui aurait un taux effectif d'imposition en bas de 15 bien, le Canada viendrait augmenter son taux à 15 Le Canada, contrairement à plusieurs pays européens, n'imposerait pas ce taux de 15 à une société uniquement canadienne. Ça veut dire que si tu n'as pas d'activité ailleurs, le top-up tax, là, le Canada ne l'appliquerait pas, sauf si un autre pays plus loin dans la chaîne l'applique. Ça va être à suivre, mais c'est une exception par rapport aux pays européens. Et après ça, il y a aussi, bien sûr, le ballon à pilier 2 qui est adopté par le Canada, c'est-à-dire que si une filiale étrangère d'une société mère canadienne, dans une de ses filiales, le taux est à 0, par exemple, dans un paradis fiscal quelconque, mais le Canada va pouvoir aller chercher 15 si le pays n'est pas venu appliquer lui-même un top-up tax de 15 Ça s'applique à une petite communauté d'entreprises, celle qui, avec le groupe, ont des ventes de plus de 750 millions d'euros. Juste faire un petit retour au niveau du taux effectif d'imposition. Frédéric, je pense que la prochaine diapo, on va présenter un exemple avec comment les crédits impactent ça. Excellent. Alors ici, la question, c'est, maintenant que le pilier 2 est en place, puis peut-être que l'ARC a été un peu surprise, comme moi, peut-être pas, mais comment l'ARC, en fait, compte mettre en place une équipe pour les appliquer? Puis est-ce que ça fait partie des vérifications intégrées? C'est-tu ton équipe? Oui, fait que dans un premier temps, on a une équipe en place depuis quelques années leur focus, c'est principalement le mettre en place les systèmes, mettre en place les procédés de vérification, puis l'implantation de ces nouvelles règles. Fait que oui, on a une équipe là, qui travaille présentement là-dessus, puis je vais en parler un peu plus dans la prochaine diapo. Puis pour répondre à ta deuxième question, est-ce que ça va faire partie des vérifications intégrées? On est encore en train de débattre sur cette question. Ça se pourrait, mais ça se pourrait aussi que ce soit pris en charge, que la vérification soit prise en charge par des équipes dédiées à l'impôt minimum mondial, au GMTA. Fait que c'est encore sous considération. Fait que cette diapo ici vous montre un peu là, où est-ce qu'on en est rendu là, dans la mise en place là, de l'administration puis de l'application du pilier 2. Fait que présentement, notre équipe là, qui est chargée de mettre en place ces règles-là travaille à la conception de formulaires, travailler sur les systèmes informatiques, les protocoles d'échange de renseignements puis de déclaration. La législation a été déposée là, dernièrement. Puis là, en 2025, on va pivoter sur sortir là, des interprétations puis de l'information pour les contribuables assujettis. Puis finalement, c'est en 2026 là, qu'on va commencer à développer une approche là, de conformité puis commencer à former nos employés là, pour des vérifications. J'aurais dû le dire, c'est que c'est en vigueur dès maintenant. Donc, c'est payable pour les années 24, 25, 26, mais les premières déclarations ont lieu en 26. En 26, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas une urgence là, de notre côté de mettre en place des équipes de vérification. Effectivement. Ouais. Puis après ça, vous aurez un délai sûrement aussi pour vérifier. Exactement. Fait que c'est ça. Puis ici, c'est l'exemple, pour ceux qui étaient à la présentation de Philippe ce matin, là, il en a parlé rapidement, mais c'est un exemple qui démontre l'impact des crédits d'impôt remboursables et les crédits d'impôt qui sont remboursables non admissibles ou les crédits d'impôt non remboursables, c'est la même chose. Là. Fait que sur le taux effectif d'impôt. Là. Fait que au Canada, la majorité de nos crédits de recherche et développement, je pense, de films, puis
en lien avec l'environnement aussi, là. Tous ces crédits-là seront principalement non remboursables. Fait que ça a un impact assez significatif là, sur le taux effectif d'imposition. Ça va être intéressant de voir comment les gouvernements, pas juste le gouvernement canadien, mais aussi les autres gouvernements vont s'ajuster à ça. Est-ce qu'ils vont convertir là, les crédits d'impôt remboursables en crédits d'impôt, les crédits d'impôt non remboursables en crédits d'impôt remboursables? Ça reste à voir. Mais on voit clairement que ça a un impact là, sur le taux effectif d'imposition. Effectivement. Ça, c'est un de mes dadas personnels, le traitement de ces crédits-là, parce que d'une main, tu pourrais recevoir un montant de crédit significatif qui ferait passer ton taux d'imposition fédéral, qui peut être très bas. Si tu fais énormément de recherches ou si tu obtiens beaucoup de crédits verts, ton taux fédéral peut osciller, dans certaines circonstances, le 0 là, ou le 5 Puis après ça, quand tu le combines à ton taux provincial, bon, au Québec, ici, on parle de 11,4. Ben, si tu fais 0 plus 11,4, tu es à 11,4. Puis le Québec ne vit pas la même difficulté parce que la très grande majorité des crédits d'impôt remboursables, des crédits d'impôt québécois, comme vous le savez, sont remboursables. Alors qu'au fédéral, c'est l'inverse. Il y a des consultations, je pense, qui ont été démarrées au niveau de la RSDE, notamment. Comment est-ce que les crédits devraient devenir remboursables? Si oui, à quel taux? On voit que le gouvernement a ça en tête. Ça doit être la même chose pour les crédits verts. Mais c'est vraiment à suivre. Puis l'impact, c'est parce que c'est la colonne de droite, je pense, qui est intéressante ici. Avec un revenu net de 1 000 bon, disons qu'on pour les règles globes, là, ça, c'est la façon de calculer tes revenus sous le pilier 2. Tu as encore 1 000, impôt 15, tu as 150. Mais si ici, dans l'exemple, tu as 10 crédits sur ton 150, qui n'est pas forcément énorme. Si tu es une grande société de recherche, bien, tu pourrais avoir 100 ici. L'impôt concerné diminue beaucoup. Fait que ton taux effectif d'impôt est beaucoup plus bas. Fait que c'est vraiment à suivre. Puis je pense que c'est une grande préoccupation pour plusieurs contribuables. Puis est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer de façon rétroactive? Comment on modélise tout ça, etc.? Oui, non, effectivement. Puis je pense même pour les gouvernements aussi. Ça va être c'est à suivre. C'est définitivement à suivre, cette question-là. Je te repasse la parole. Oui. Merci. Là, on a quelques autres sujets. On va y aller assez rapidement parce qu'il nous reste des questions pour Frédéric. Ici, c'est les règles de la limitation des intérêts et des frais de financement excessifs. Ça aussi, c'est en vigueur, application rétroactive pour les années d'imposition qui commencent là ou après le 1er octobre 2023. On l'a vu plus tôt aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vient faire? Mais ça vient limiter ta déduction des intérêts et tes coûts de financement à 30 des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, donc ton EBITDA. Pour une courte période, ce taux-là de 30 est à 40 mais c'est que pour les années fiscales qui sont entre le 1er octobre 2023 et avant le 1er janvier 2024. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup d'exceptions à ces règles-là, mais les exceptions ne visent pas forcément toutes les sociétés qui seraient basées ou qui sont basées principalement au Canada. En ce sens qu'une des exceptions, c'est les SPCC, mais c'est les SPCC qui ont un capital imposable avec leur groupe utilisé au Canada de moins de 50 millions de dollars. Ça, c'est exclu. Tu as aussi ceux qui ont des coûts d'intérêt nets de moins d'1 million ou de moins qui sont exclus. Puis il y a une exclusion qui ne se trouve pas à la diapo, qui est si tes activités principales sont au Canada, tu es exclu. Mais l'exclusion, il ne faut pas que tu aies une filiale, par exemple, qui vaut plus que 5 millions. Mais dans l'économie d'aujourd'hui, avec l'inflation, etc., ça se peut très bien que tu aies une filiale à quelque part qui vaut en haut de 5 millions, auquel cas, tu serais en théorie visé par ces règles-là. Puis, j'ai en tête certains contribuables que pas forcément tu penses qu'ils ont des filiales, mais pour différentes raisons, dans le cas de restructuration, ils sont pris avec une filiale qui vaut en haut de 5 millions quelque part, bien, tu pourrais être visé par ces règles-là. C'est très, 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 très compliqué à appliquer, fait qu'on ne va pas rentrer dans le détail, ça prendrait 1 heure essentiellement à les résumer, mais ça donne les grandes lignes. Puis je ne sais pas si Frédéric, toi, tu avais des commentaires là-dessus. Oui, tout ce que je dirais, c'est qu'on vient là, tout juste là, de mettre à jour notre page web là, qui traite d'IFOL. Je pense que ça a été mis à jour là, à la fin du mois de septembre. Puis on travaille présentement, là, nos efforts, c'est d'essayer de finaliser les formulaires. Fait qu'on travaille là, à finaliser ces formulaires-là. Puis dans l'espoir de pouvoir les publier sous peu, puis ils vont être disponibles sur le site web. Mm-hmm. Okay.
Oui, merci. Puis, en fait, j'avais une note d'ailleurs pour le site Web. Il a été même remis à jour hier matin. Je ne sais pas ce qui a changé depuis la fin septembre, mais hier matin. Puis, on vient dire, j'ai remarqué aussi que pour les formulaires, on vient dire, attention, s'il n'y a pas de formulaire prescrit publié, vous devez quand même nous envoyer l'information, puis on explique comment le faire avec une référence à la loi de mémoire. Oui. Fait que c'est son travail, on travaille pour essayer de sortir le formulaire le plus tôt possible. Règles anti-dispositifs hybrides. Ça, ça fait suite à l'action 2 là, du projet BEPS de l'OCDE. C'est aussi en vigueur, rétroactif à des paiements qui se produisent après le 1er juillet 2022, essentiellement. Puis les déclarations, c'est pour des paiements qui se produisent après le 1er juillet 2023. Ça aussi, c'est des règles particulièrement complexes, fait qu'on ne prendra pas le temps de toutes les voir aujourd'hui, mais c'est juste pour donner un avant-goût que ça existe. Ça prendra aussi une conférence de 1 heure là-dessus, mais essentiellement, on vise vraiment une double déduction ou une double non-inclusion, puis une autre, entre deux juridictions. Donc, exemple, le parent est à l'étranger, fait un prêt au Canada. Bon, le Canada paye des intérêts, c'est déductible. Pour différentes raisons, à cause d'un instrument hybride, pas à cause du type d'entité, mais à cause d'un instrument hybride, l'entité étrangère fait en sorte qu'il n'y a pas d'inclusion aux revenus, par exemple aux États-Unis ou dans la juridiction étrangère, mais là, les règles, je pense, trouveraient application. C'est la même chose, c'est une double non-inclusion, puis c'est aussi une règle au niveau des dividendes versés par une sociétaire étrangère affiliée. Si elle peut déduire un dividende de ses revenus, puis toi, si tu le reçois au Canada, en théorie, il ne serait pas imposable ici, à cause des règles au niveau des dividendes, mais là, ici, ça deviendrait, on ne viendrait pas reconnaître la déduction, essentiellement. Puis là, on n'a pas pratiqué aucune question là-dessus, fait que je m'excuse avant, j'en posais une juste au cas où, c'est correct. Oui. Je sais qu'il y avait 247, 2B à un moment donné avec les hybrides, etc. Là, il y a ces nouvelles règles-là qui rentrent en ligne de compte. Vous, comment vous les voyez? Qu'est-ce que vous... Puis, en fait, tous tes commentaires généraux à faire sur ces règles-là. Je te dirais qu'on en voit de moins en moins de ces structures-là. Je pense que les États-Unis sont venus corriger là, la problématique il y a quelques années. Fait qu'on commence à en voir de moins en moins. On continue d'appliquer, quand on en découvre, on continue d'appliquer 247 2B et D pour le moment. Ça reste à voir là. Parce que c'est ici, on touche là, les années 2022, 2023. Là. Fait que ça reste à voir là, pour ces années-là. Ouais. Merci. Puis, je crois qu'il y a en ce moment 3 dossiers devant la Cour canadienne de l'impôt sur la requalification des hybrides. Fait que ça va être à suivre. Est-ce que ça va se régler? Est-ce que ça va aller à la Cour? Point d'interrogation. Je pense que ça a été déposé. Je ne sais pas exactement ils sont où dans le processus, mais ils doivent être assez avancés quand même, parce que ça a été déposé il y a peut-être 2 ans maintenant. Oui, il y a quelques-uns. Ouais, il y en a 3, je crois. On attend nous autres aussi là, de voir qu'est-ce qui se passe avec ces dossiers-là. Ouais, je pense que c'est RedPat, le nom, Ingredient, puis il y en a un troisième qui m'échappe. Mm-hmm. Loi de la taxe sur les services numériques. Ça aussi, c'est en vigueur. Fait que c'est une autre nouveauté. C'est en vigueur. Le Canada avait dit, bon, je pense qu'il y a peut-être 2 ans maintenant, on va essayer de s'entendre avec un instrument multilatéral avec les autres pays pour venir taxer les services numériques, là, ce qu'on appelle le montant A du pilier 1. C'est repoussé à chaque année. Il n'y a pas d'entente avec les pays. Donc, le Canada, finalement, est allé avec une mesure unilatérale. Mais ça avait été déjà annoncé par le passé que c'était l'intention du Canada. Je suis assez surpris aussi qu'ils aillent de l'avant avec ça. Les États-Unis, par exemple, n'ont pas l'air particulièrement contents. Ils ont évoqué un des articles de l'accord Canada-États-Unis-Mexique à l'encontre de la loi en disant que ça viole essentiellement le traitement égal des fournisseurs de services entre les Canadiens et les Américains, etc. La taxe, c'est quoi? 3 % sur certains types de revenus provenant des services numériques associés à des utilisateurs au Canada. Et il faut que ça provienne aussi de grandes entreprises. Fait qu'on vise encore un groupe qui a plus de 750 millions d'euros de revenus et qui a des ventes au Canada reliées à des utilisateurs canadiens de 20 millions et plus. Julien, aussi cet après-midi, avec l'OCDE, va en parler, mais il y a essentiellement 4 sources qu'il faut garder en tête. Services de marché, services de publicité, services de médias et ventes de données d'utilisateurs. Fait qu'on vise des Amazon, des Netflix, Google, Facebook, etc.
Nous, on a eu plusieurs de nos clients qui nous ont dit, mais moi, je fais des ventes en ligne, puis 20 millions, ça peut aller assez rapidement. Est-ce que je suis visé? Puis la réponse, il faut voir, il faut aller regarder les définitions, etc. Mais si tu vends tes propres produits en ligne, en théorie, tu n'es pas visé par les règles. Fait que ça, c'est bon à garder en tête. Si moi, je suis propriétaire de jouets, puis je vends des jouets en ligne sur ma propre plateforme, sur mon site web, en théorie, je ne serai pas visé. Par contre, Amazon, la distinction, c'est qu'il ne vend pas ses produits. Expedia, par exemple, ou Booking.com, c'est un entremetteur. Google vend des données, comme Facebook aussi, comme on le sait, etc. Alors, question pour toi, Frédéric. Est-ce que la TSN va être appliquée par la division de l'impôt international de ton équipe ou une autre? C'est pas encore décidé. Tout ce que je peux dire, c'est que ça va être pris en charge par une équipe ou une division là, dans la direction du secteur international et des grandes entreprises. Fait que la division de l'impôt international est une des divisions dans cette direction générale-là. Fait que ça va être une des divisions qui va prendre ça en charge. Est-ce que ça va être moi qui va s'en occuper? Ça n'a pas été décidé pour l'instant. Fait que, merci. À suivre. Merci. Puis, est-ce que ça va être automatiquement rétroactif au 1er janvier pour les contribuables qui sont assujettis ou il y a des paramètres qui vont être associés à ça? Oui, fait que bien que la loi sur la taxe des services numériques prévoit un taux visé là, pour les années 2022-2023, ce taux-là est le même que le taux visé là, pour l'année 2024 et suivant. Fait que par conséquent, la taxe sur les services numériques là, est calculée sur le revenu canadien. Fait que la taxe pour l'année 2004 va être calculée sur le revenu canadien là, sur les services numériques gagnés depuis le 1er janvier 2022. Fait que ta première déclaration va inclure là, tes revenus gagnés à partir de 2022. Puis c'est pas rétroactif, mais c'est plutôt rétrospectif parce que la mesure a été annoncée là, avant 2022. Oui. On voit beaucoup de rétrospectivité quand même dans les mesures ici, hybrides, la TSN, puis il y en a une autre aussi. Excellent. Aussi, un point à garder en tête, c'est le seuil de 20 millions. Ça, c'est pour être assujetti à l'impôt de 3 % mais pour t'inscrire, le seuil est de 10 millions. Fait que ça se peut que tu aies besoin de t'inscrire quand même, mais sans être assujetti à l'impôt. Oui, c'est un bon point, oui, effectivement. Excellent. Est-ce qu'il nous reste des choses? Oui, déclaration pays par pays. Ça, c'est en place depuis assez longtemps, depuis 8 ans maintenant à peu près, quelque chose comme ça. Puis c'est quoi la déclaration pays par pays? C'est quand tu as un groupe d'entreprises multinationales dont le revenu consolidé pour son exercice qui précède immédiatement l'exercice donné des états financiers, essentiellement les 750 millions d'euros ou plus. Mais cette société-là doit produire une déclaration pays par pays pour les années fiscales qui commencent après 2015. Bon, l'entité mère ultime, disons que tu as une structure, l'entité mère qui réside au Canada pour fin de l'impôt au cours de l'exercice donné, doit produire, elle, la DPP au Canada. Si ton entité mère est à l'extérieur du Canada et la produit, je pense qu'il n'y a pas le même type d'obligation parce que ça va être partagé avec le Canada. Puis récemment, on a eu des clients qui nous ont posé des questions, des contribuables plutôt, qui nous ont posé des questions sur la déclaration pays par pays quand une entreprise cesse d'être en haut du groupe, là, ce qu'on appelle le Ultimate Parent Entity. Par exemple, tu as une réorganisation, puis ça fait en sorte que ta structure change. C'est quoi l'impact de ça? Puis on avait une question pour Frédéric ici, c'est lorsqu'une entité canadienne cesse d'être le Ultimate Parent Entity d'un groupe multinational, est-ce qu'elle doit déposer une DPP, donc une déclaration pays par pays, là, pour la portion de l'année où elle était UPE? Disons qu'elle cesse pendant l'année. Oui, fait que je pense que la réponse se retrouve là, dans le ARC 4651 qui traite là, des déclarations par pays, puis pays par pays. Puis effectivement, l'entité canadienne qui cesse d'être le Ultimate Parent Entity, là, le UPE, devrait déposer une DPP pour la partie de l'année où elle était la UPE. Puis là, si c'est une autre entité canadienne qui devient le UPE par la suite, bien, cette entité canadienne-là va devoir déposer une DPP pour la partie de l'année, à partir du moment qu'elle devient là, pour le restant de l'année. Bien compris. Merci. Fait que je pense que c'est tout déjà pour nous. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? C'est jamais évident d'évaluer le temps. Je vois qu'il reste un peu de temps. Fait que s'il y a des questions, on peut les prendre à froid. Puis, sinon, on verra.
Non, pas de question. Chloé, tu n'as pas une question? Non? Excellent. Alors, on va terminer ici.